Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Soyons ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, celle des leaders. Pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Banade de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. Notre invité de ce jour est un historien qui n'a de cesse consacrer ses efforts à la promotion et à la valorisation de la chanson congolaise à travers une somme d'œuvres livresques d'une valeur inestimable, peignant, entre autres, je cite, l'histoire de la musique congolaise, l'histoire de la rumba cubano-congolaise, les virtuoses congolais de la guitare électrique, les bantous de la capitale 60 ans après. Notre invité de ce jour est un homme de médias. Né en 1939 à Lekiti dans le département de la Cuvette-Ouest, qui de Radio Congo de 1969 à 1978, en passant par la Radio de la Liberté entre 1999 et l'an 2000, n'a dit que son infinie passion pour la musique à travers des chroniques chargées d'expérience. Mesdames et messieurs, une première dans By Night. Monsieur Clément Ossinondé à Pointe-Noire, dans le cadre du festival Rumba un jour, Rumba toujours, sous mes applaudissements. Et je sais que vous aussi vous applaudissez de là où vous êtes. La parlotte, c'est tout juste après ce petit moment de transition. By Night, jeunesse responsable. Papa Nabacha. Un fois deux Mabé, c'est signé Youlou Mabiala, le prince YM, pour accueillir dans ce studio pour une première, monsieur Clément Ossinondé. Bonjour et bienvenue. Bonjour, et bonjour également à tous les auditeurs. Comment allez-vous, monsieur Clément? Ça va très bien, je suis à Pointe-Noire et ça va bien. Ça va très bien. La dernière fois que vous êtes venu, ça remonte à combien d'années déjà? Oh, il y a 2 ans de cela. 2 ans de cela, ouais, 2 ans. Et là, il faudrait rappeler que vous êtes à Pointe-Noire dans le cadre du festival Rumba un jour, Rumba toujours, qui depuis quelques jours a rassemblé les grandes voix de la rumba congolaise d'hier et même d'aujourd'hui. Voilà. Il faut noter la présence de Kevin Mwande Mbenga, qui représente le quota jeune. Oui, il faut dire que ces jours-ci, Pointe-Noire est la capitale de la rumba. Parce qu'on retrouve ici tous les grands de la RDC, les grands du Congo-Brazzaville et des musiciens qui sont venus d'Europe. Tous se sont réunis ici à Pointe-Noire autour de la rumba. La rumba, que vous le saviez bien, est passée au patrimoine mondial de l'humanité depuis décembre 2021. Une occasion pour laquelle, justement, nous nous retrouvons ici pour fêter, justement, cette grande réussite congolaise. Une grande réussite qui s'associe également à un autre événement qui est celui du centenaire à venir dans quelques semaines, donc de la ville capitale Pointe-Noire qui va souffler sur sa 100e bougie, quoi de mieux que de souffler au rythme de la rumba, au rythme de cette musique-là qu'on aime bien et qu'on aime tant, qui nous a bercé d'année en année, et nous en sommes aujourd'hui des héritiers.
Oui, allez-y, Clément Sinoni. Oui, je disais que, oh oui, bien sûr qu'après la fête de la rumba, on va passer à la fête du centenaire. Et bien le centenaire de Pointe-Noire va nous révéler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et pour commencer, bon, bien sûr que je ne vais pas rentrer dans les détails. D'aucuns ne le savent peut-être pas. Luango, ou tout au moins Pointe-Noire, a été à l'origine du maringa. Le maringa est la sœur aînée de la rumba. Parce qu'avant que la rumba nous parvienne, il y a eu le maringa. Maringa est parti de Luango, a gagné Cabinda et les deux grandes capitales, Kinshasa et Brazzaville. Et ceci avant que la rumba nous vienne. Donc, les Pontenégrins devraient être fiers d'être les créateurs du maringa. Le maringa est un peu comme la rumba est liée un peu à l'esclavage. Comme on le sait, en Haïti, on retrouve beaucoup des Congos venus de Luango. Et c'est de là qu'il y a eu donc la naissance du maringa. Maringa danse un peu, c'est un peu dérivé du Chikumbi. Hein, et cette danse-là, et c'est cette danse qui a donné naissance au bar. Parce que bien avant que le maringa soit créé ici à Pointe-Noire, on ne dansait pas dans les bars. C'est le maringa qui a inauguré la naissance des bars dancing dans l'Afrique centrale, on peut le dire. Alors, moi je suis émerveillé, hein. Clément Sinoni. Finalement, qu'est-ce qui se disait dans ces chansons au rythme maringa? Est-ce qu'on chantait aussi l'amour? Ah oui, on chantait l'amour, on chantait tous les événements sociaux, un peu comme aujourd'hui, hein. Tous les thèmes étaient abordés. Hein. Tous les thèmes étaient abordés. Et on sous-entend également que dans la façon d'accompagner les pas, ça se dansait tout comme la rumba. Pas tout à fait comme la rumba, ça se dansait un peu comme le Chikumbi. La seule différence, c'est que là-bas, les femmes s'habillaient copieusement et se prenaient, disons, oui, ça ressemblait un peu à la rumba, un tout petit peu, si bien que j'ai dit que c'était la sœur aînée de la rumba. Et justement par rapport aussi au centenaire, il y a un fait que beaucoup de Pontenégrins ne savent pas. Il y a un stade qui porte le nom Papa Loboko, oui, à Tchétié. Loboko, c'est vrai, a été à un moment donné maire de Mvumvu, si je ne me trompe pas. Mais c'est un grand nom parce que c'est quelqu'un qui a mis en place le tout premier orchestre moderne chez nous. En 1935, il a créé l'orchestre Bonne Espérance. Dans cet orchestre, on jouait déjà l'accordéon, on jouait les guitares, on jouait même le banjo. Et Paul Kamba est sorti de cet orchestre. Nouvelle Espérance. Nouvelle Espérance. Albert Loboko, c'est donc le mentor de Paul Kamba. Voilà. Et ce groupe a été mis en place en 1935. Une fois que je crois que Loboko est venu ici par 2 fois, je crois. La première fois, il a travaillé ici comme fonctionnaire, il est reparti. Après, il est venu occuper le poste de maire ici. Donc, il est le tout premier musicien qui a mis en place un orchestre moderne au Congo-Brazzaville, Albert Loboko, avec son groupe Bonne Espérance. Bonne Espérance. Il sera affecté à Pointe-Noire. Il va donc abandonner Bonne Espérance pour laisser la charge à Paul Kamba. Mais Paul Kamba ne retiendra pas ce nom. Il va mettre en place un autre nom pour son groupe, Victoria Brazza. Victoria Brazza. Et il y a un autre fait encore, et ça c'est moi-même qui ai vécu ça. En 1972, il y a eu la présence de l'orchestre Aragon de Cuba. Le plus grand orchestre Aragon de Cuba est venu à Brazzaville. Et Franklin et moi,
Franklin Boukaka et moi avions eu la responsabilité d'accompagner ce groupe à Pointe-Noire. Nous sommes arrivés à Pointe-Noire, on s'est dirigé à Diosso, parce que nous savions que dans l'orchestre Aragon, il y avait beaucoup de Noirs qui venaient certainement pas du Congo, mais nous savions qu'il y avait beaucoup de Noirs qui évoluaient à Cuba. Nous sommes allés donc à Diosso pour leur montrer le lieu où on embarquait les esclaves pour les Amériques. Alors, immédiatement, dans le groupe, il y avait donc un musicien, c'était le violoniste. Tout de suite, il s'est mis en larmes. Pourquoi? Parce que ses parents lui avaient toujours dit qu'il venait du Congo. Alors, tout de suite, c'est-à-dire avant de partir, il a pris une monte de terre de Diosso, de cet endroit-là même. Cet endroit-là. Et il a dit qu'une fois qu'il sera à Cuba, il va présenter ça à ses parents pour montrer d'où ils étaient partis. Donc, c'est des petites histoires. On peut en multiplier. Exactement. Comme ça sur Pointe-Noire. Ouais. Pointe-Noire, par exemple, a été la ville tombeur des orchestres. Beaucoup d'orchestres se sont disloqués ici. Beaucoup des orchestres, de Kinshasa comme de Brazzaville. Le Rokamamou, par exemple, s'est disloqué ici. Et le Grand Maquisard, je crois, également. Et le Grand Maquisard, d'ailleurs, c'est le plus grand orchestre qui a fait beaucoup plus de succès à Pointe-Noire. Au point où il a composé même une chanson dédiée à une Ponténégrine, Jaria. Jaria, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette chanson. Non, pas du tout. C'est le plus grand succès des Grands Maquisards à Pointe-Noire. Il faut chercher dans la discothèque congolaise, trouver la chanson Jaria des Grands Maquisards. Ça a été dédié à une Ponténégrine. Alors, vous l'avez dit, Clément Sinondé, Pointe-Noire est donc cette terre où bon nombre de groupes se sont disloqués. Pour quelle cause déjà? Alors, je crois que c'était lié un peu à l'aspect économique. Lorsqu'ils arrivaient ici, d'aucuns ne voulaient plus repartir. La mer, le commerce, les femmes. Le commerce, l'économie, on payait très bien les orchestres ici par rapport même à Brazzaville. Alors, souvent, ils ne voulaient plus repartir et l'orchestre s'est disloqué. L'orchestre disloqué. Alors, avec vous, Clément Sinondé, on va refaire un petit comeback dans ce somptueux passé, encore un peu plus en arrière. Vous avez parlé de Maringa. À quel moment le Maringa se tait pour laisser place à la rumba? Le Maringa, c'était en 1938. En 1938, c'est l'année où la rumba nous est revenue. Parce qu'il faut savoir qu'auparavant, nous ne savions pas qu'il y avait une danse Maringa, non, rumba, qui a fait succès aux États-Unis, en Europe. Et nous, au Congo, on ne le savait pas. On ne savait pas qu'il y a une danse qui était partie de chez nous, sous le nom Kumba, qui nous est revenu, enfin, qui a fait du succès là-bas, et nous ne le savions pas. Ce sont les étrangers qui nous ont ramené la rumba. Notamment les Cubains, je pense. Ah non, pas seulement. Pas les Cubains, parce qu'à cette époque-là, il y avait des fonctionnaires français qui venaient travailler au Congo, il y avait des dockers qui travaillaient dans les bateaux. Alors, c'est en 1938 qu'un Martiniquais, un certain Jean Réal, un fonctionnaire martiniquais qui a travaillé ici dans le cadre de la coopération française, qui a mis en place un groupe qu'on appelait Congo Rumba. Il a trouvé ici deux grands guitaristes, pas à Pointe-Noire, bien sûr à Brazzaville, deux grands guitaristes. Il y a eu Kakou, le prénom m'échappe, Kakou, qui est le père de notre Kakou, journaliste Jean-Claude. Il y a eu Mosebo. Mosebo, c'est le père aussi d'une douanière, enfin d'une dame douanière qui a travaillé à Brazzaville, qui était très connue d'ailleurs. Et c'est ce groupe-là qui nous a amené la rumba, puisqu'il a donné à ce groupe le nom de Congo Rumba. Ça, c'est en 1938. 2 ans après, c'est à Boma, aujourd'hui RDC,
à Boma, au Congo. Et là, c'est des Ouest-Africains ghanéens qui ont introduit la rumba. Ils ont mis en place un groupe à Boma, pas à Kinshasa, à Boma, parce que c'était beaucoup plus de dockers qui travaillaient dans des bateaux. À des moments libres, ils se retrouvaient en train de jouer soit une guitare, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont introduit la rumba à Boma. Et ils ont mis en place un orchestre qu'on appelait Excelsior, composé des Ghanéens. Donc c'est à cette période-là que la rumba nous est revenue. C'est à cette période que la rumba nous revient et que le maringa se tait, s'arrête. Voilà. Nous allons la consommer finalement. Et ce qui est formidable lorsqu'elle nous revient, c'est qu'on sent qu'il y a un brassage. Ouais. Elle nous revient, mais tout de suite, il y a adaptation parce qu'il y a cette... j'ai presque envie de dire, oui, je l'ai dit déjà, cet alliage comme quoi celui qui nous emmène nous rappelle seulement qu'on était propriétaire d'un style. Voilà. Si bien que je crois que c'est une erreur. Bon, je peux dire que c'est Point Noir ou Luango qui auraient dû continuer à exploiter cette danse, le maringa. Ils en seraient très fiers, très fiers. Je crois qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. On peut repartir dans la documentation de Luango. Certainement, on va retrouver ça. Parce que ceux qui ont introduit ça à Pointe-Noire, tout au moins au Luango, on appelait cette danse aussi, enfin, le groupe s'appelait les Tumba Francesa. Tumba Francesa, il suffit seulement d'aller dans l'histoire de Haïti pour retrouver le nom Tumba Francesa. C'est un genre de rassemblement des citoyens Luango autour de ce nom-là, Tumba Francesa. C'était lié un peu. Le Tumba Francesa, Tumba c'est le battement, je suppose. Et Francesa, lié un peu à la France. Vous savez que Haïti était d'abord français. Le pays était français. Et à cette époque, beaucoup des citoyens Luango se sont retrouvés donc à Haïti. C'est ce qui veut dire que beaucoup d'esclaves qui se sont retrouvés à Haïti sont partis donc de Diosso. Et c'est eux qui ont créé cette danse qu'on appelle maringa et qui nous est revenue en 1925, avant même que nous connaissions la rumba. La rumba. Et la rumba arrive, on l'adopte. Voilà. Qu'est-ce qu'elle clame déjà à ce moment-là? Est-ce toujours l'amour? Est-ce toujours la romance? Non, toujours. Tous les thèmes étaient abordés. Hein. Tous les thèmes étaient abordés. Bon, bien sûr que l'amour, comme pour la rumba, a été beaucoup plus dominante. L'amour est plus dominant, je veux dire. Un autre facteur, aujourd'hui, la rumba sur les deux Congos se consomme plus en lingala, ou se dit plus en lingala. Est-ce qu'à cette époque-là aussi le facteur linguistique était important dans cette langue, dans la rumba? Oui, c'était très important. Bon, la rumba, c'est vrai, quand elle est partie de chez nous pour Cuba, c'était en Kikongo, hein, en Congo, je veux dire. Et c'était beaucoup plus chanté en Congo, à Kikongo. C'est vrai, le lingala, c'est une langue vernaculaire qui est parlée dans les deux Congos. Et effectivement, ils ont préféré adopter le lingala pour jouer la rumba que le Kikongo. Voilà. Et à ce moment-là, on sent combien que ce soit le Congo-Brazzaville, la RDC avec Boma, comme vous l'avez dit, l'Angola également, on a emboîté le pas. Pareil pour la Centrafrique. Et tous ces 4 pays réunis ont tous chanté, valorisé la rumba en Kikongo. En Kikongo, bien sûr. En Kikongo, l'Angola, bien sûr. L'Angola, bon. Le Centrafrique, bon, c'est par rapport à Jimmy, Zachary Elenga Jimmy. Bon, on le lie au Centrafrique parce qu'elle était de mère centrafricaine, mais de papa Congo-Brazzaville. Hein, Jimmy Elenga, Zachary Elenga Jimmy. C'est pour cela on lie le Centrafrique à cette histoire de la rumba.
La rumba, je me rappelle, il y a un ami qui demandait finalement, c'est une musique qui va arriver déjà avec la force des instruments. Quelle était la différence qu'il y avait dans les instruments, dans le maringa et dans la rumba qui nous revenait? Alors, dans le maringa, je peux dire qu'il y avait d'abord une grosse caisse qu'on jouait avec 2 mains et du pied droit. Bon, à l'époque, on appelait ce genre de tambour patengue. C'est-à-dire que c'est un genre de tambour en carré et on le mettait entre les 2 pieds, on jouait du talon et puis les mains. Donc, il y a eu ça. Il y avait aussi une bouteille, genre de triangle. Qu'on jouait dedans. Et l'accordéon. L'accordéon. Ouais. Est-ce qu'il y a une association qui va se faire entre... Est-ce que les mêmes instruments vont s'adapter également à la rumba? Oui. La rumba, au départ, c'était des individualités. Hein. C'est-à-dire quelqu'un, un musicien individuel, avec sa guitare, il jouait la rumba. Tout comme on a trouvé des petits groupes de 2 ou 3 musiciens qui jouaient autour de la rumba. On a vu par exemple les musiciens de l'Angola, les d'Oliveira, Manuel d'Oliveira, ils étaient au moins 3 et qui jouaient la rumba. On a vu Polo Kamba qui est parmi les premiers à créer un grand groupe de plusieurs musiciens qui jouaient autour justement de la rumba. Ben, au début, c'était des musiciens individuels hein, qui, à partir avec sa guitare, avec son accordéon, jouaient la rumba. Et après, il y a eu une évolution d'un musicien, on est passé à 2, à 3 et plus. À 2, à 3 et plus. Et là, on change de dimension. Ouais. Alors, finalement, à quel moment, sinon, en quelle année, la rumba va se moderniser? Alors, la rumba a eu ses précurseurs que nous avions cités, les Polo Kamba, les Wendo, les d'Oliveira. Si on peut citer au moins 3 grandes individualités, on peut dire Polo Kamba chez nous, pour ne pas parler de Loboko, qui n'est pas beaucoup connu, mais pourtant c'est le professeur de Polo Kamba. On peut citer, parmi les grands précurseurs, on peut citer Wendo en RDC, on peut citer Polo Kamba chez nous, et on peut citer Manuel d'Oliveira en Angola. Et ce sont ces groupes qui, par la suite, ont donné naissance à des jeunes musiciens qui ont formé à partir des années 50 les grands groupes. Alors, il faut dire que c'est à partir des années 50, on a trouvé des groupes qui pouvaient comporter 3 à 4 personnes avec deux instruments ou 3 instruments même, mais souvent les guitares, l'accordéon et la contrebasse. La contrebasse. Et c'est là où on arrive. Et les tumbas, bien sûr. Et là, la rumba s'est modernisée. Là, la rumba s'est modernisée et pour une belle rumba, on comptait 3 compartiments. Une belle rumba qui tient compte vraiment des spécificités de la rumba congolaise. Il y avait 3 compartiments. Il y avait le couplet, le refrain et ce qu'on appelle vulgairement le sebene. Le sebene, c'est une déformation du 7. 7 en anglais. 7, c'est la 7e note du solfège. Pour ceux qui connaissent la musique, je crois que c'est le si. C'est le si. C'est-à-dire que le sebene, c'est-à-dire que c'est à cet endroit-là, le guitariste reste longtemps sur une seule note, la 7e, le sebene, le seven. Mais nous, on a transformé ça en sebene. Sinon, c'est la 7e note de solfège. Et une fois qu'il y a eu le couplet, le refrain, et arrivé au sebene, il reste longtemps sur une note, la note 7e du solfège. Bon, donc on appelle ça aussi chauffer. Par exemple, dans le jargon
populaire. Ouais, on appelle ça chauffer. Chauffer. Voilà. Et voilà, c'est magnifique. C'est une très belle histoire. Et de là, on sent que les choses ont changé et vont naître, on va les appeler comme ça, hein, des descendants de ce mouvement. Ouais. Donc, après la génération Wendo et l'autre, après la génération Wendo Colosso et Polo Kamba, voilà, vont donc arriver... dans les années 50, les grands groupes. Et ces grands groupes ont eu deux tendances rythmiques. Tu as le groupe African Jazz, hein? Le groupe African Jazz et le groupe OK Jazz. C'est les deux grands groupes qu'on a vu naître au début de la rumba. Alors, l'African Jazz avait un style beaucoup plus rythmé, un peu sécompé. C'est-à-dire qu'il y avait moins de sébéné, mais beaucoup de partitions. C'est-à-dire qu'il intervenait, on commence par, c'est vrai, par le couplet, on passait par le refrain, mais au chauffé, ce n'était toujours pas ce sébéné-là. Il y avait quand même des partitions. Il y avait des partitions. Alors, ça c'est le style de l'African Jazz, qui a donné naissance à beaucoup de styles aussi. Les bantous, je crois, bon, on en reviendra. Mais après, il y a eu le style OK Jazz. Le style OK Jazz, c'est celui qu'on appelle le style Odemba. Odemba, ça vient le nom d'un folklore du nord de la RDC, plus précisément de Mbandaka, un style Mongo. Mongo, c'est une ethnie qui évolue dans la région de l'Équateur, en RDC. Alors, le style Odemba, on reste beaucoup plus longtemps sur le chauffé, sur le style qu'avait adopté Luambo Franco. C'est vrai, il y a toujours, ça suit les mêmes comportements, compartiments, mais au niveau du sébéné, c'est bien différent de celui du style African Jazz. Et les bantous, comme les musiciens de l'orchestre bantou sont sortis du style African Jazz avec les Nino Malapé, les Essou qui ont joué ensemble avec l'African Jazz, et les Edo Nganga avec Nkoka Célestin, Loubelo de la Lune, qui sont sortis de l'autre école. D'une autre école. Alors on formait une fendiose d'où est née l'école Bantou, qui est donc une symbiose entre l'African Jazz et l'OK Jazz. Et là encore, j'allais dire plutôt, on a une autre rumba déjà modernisée, mais plus aromatisée. Voilà, c'est bien le nom, c'est bien ça. Voilà la rumba. Bon, maintenant, on peut parler aussi des destructeurs de la rumba. Les destructeurs de la rumba. Voilà. Et ils sont venus dans les années 70. 69, 70. Pourquoi on les appelle les destructeurs? Mais parce qu'ils ont pris un autre schéma. Ils n'ont plus suivi le schéma de la rumba. Le schéma originel même. Originel rumba. Alors, dans la rumba, ils n'ont retenu qu'une seule section, la section chauffée. Hein, ils commencent un morceau où il n'y a pas de couplet, il n'y a pas de refrain, et directement ils rentrent dans le chauffé. Quand tu prends un groupe comme les Zaïko, ils mettent beaucoup plus de temps dans le chauffé. Dans le rythme, dans l'ambiance. Dans l'ambiance. Dès qu'ils commencent, ils vous mettent déjà dans l'ambiance. Ils n'attendent pas qu'il y ait un couplet, un refrain. Non. N'était-ce pas là une révolution? Oui, c'est une façon un peu plus osée de faire les choses. Ils ont eu affaire à une nouvelle génération, qui était vraiment amoureuse des rythmes chauds. Ce que nous appelons aujourd'hui la musique urbaine, qui mélange un peu beaucoup de choses. Et déjà là, on est en 70, hein, la musique urbaine se révèle. Là, il y a eu le clan Wenge, le clan Stramusica, le clan Zaïko, les clans Viva la Musica. Donc, tous ceux-là, ils ont en quelque sorte détruit la rumba.
Positivement. Positivement, mais ils ont détruit la rumba. Parce que les grands rumberos qui sont restés, c'est lesquels? C'est l'African Jazz, l'Oke Jazz, l'African Fiesta, pour ne citer que les grands, et les Bantous. Les Bantous, tout comme les Mando Negro, les Mantal au Coca, tout cela, ils ont pris le schéma rumba. Le vrai schéma. Rumba. Maintenant, chez nous, on peut dire que c'est les Bilengui Sakana, les Djamoulé, bon, plusieurs groupes comme ça, qui, bon, en quelque sorte, n'ont pas suivi le même schéma de la rumba. Voilà. C'est pour cela il faudrait, si on veut vraiment que la rumba existe pendant longtemps, il faudrait qu'au niveau du ministère de la Culture, qu'ils prennent des directives. Chaque année, on doit avoir au moins des directives. Cette année, voilà, les orchestres doivent s'appuyer sur tel système de musique. Comme ça, on pourra préserver notre mère rumba. Mais si on ne le fait pas, et si chacun fait ce qu'il veut, bon, peu d'orchestres maintenant jouent à la rumba, hein, très peu. Est-ce qu'il faille craindre que finalement qu'il y ait un problème entre alors, les garants de cette rumba, le ministère et le public? Et j'ai comme l'impression qu'il y a une incompréhension, que plus on avance, plus les mélomanes sont un peu plus exigeants en imposant un style qui va donc aussi influencer sur l'artiste, qui va donner ce que veut le peuple. Bon, mais ça dit que quand je dis des directives, ça ne veut pas dire qu'on doit casser les autres musiques. Non. Et la rumba, c'est vrai, elle est nôtre. Nous devons continuer à la pratiquer, mais il n'y a pas de frontières dans la musique. Hein. Les musiciens sont libres de jouer de l'afro-cubain, de jouer de coupé décalé, disons de varier en quelque sorte. Mais en s'appuyant beaucoup plus sur la rumba, qui est la mère. La madre rumba, comme disent les Espagnols. La rumba reste la mère de notre musique. Donc, avant d'aborder d'autres musiques, il faut d'abord maîtriser ce que c'est que la rumba. Une musique un style musical qui depuis décembre 2021 a donc été élevé au rang, sinon au titre de patrimoine mondial de l'humanité avec l'UNESCO. Et là encore, c'est une fierté, comme quoi tout ce travail a donc mérité cette élévation, ce placement, magnifique placement. Aussi, quelque part, le fruit de vos recherches axées sur la promotion et même la vulgarisation de cette musique. Vous avez également, vous étiez content au jour de cette proclamation? Oui, très content, parce que nous sommes partis de très loin pour arriver à cette victoire, que la rumba soit reconnue au patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Donc c'est une musique qui est connue désormais dans le monde entier. Dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a énormément de musicologues, des grands musiciens qui cherchent à venir au Congo pour s'approprier un peu cette danse. Mais jusqu'à présent, on ne leur a pas donné l'occasion de le faire. Hein. Et la preuve est que, voilà, depuis que la rumba est passée au patrimoine mondial de l'humanité en décembre 2001, que ce soit la RDC, que ce soit le Congo-Brazzaville, aucune manifestation n'a eu lieu. Il a fallu qu'on attende l'Institut français pour organiser une fête sur la rumba. Et nous-mêmes, nous sommes là, on n'a rien fait. Et là encore, voilà la grande question. De l'autre côté de la République démocratique du Congo, on s'active, le président Félix Tshisekedi s'active en donnant des passeports diplomatiques à plus d'un artiste. Là encore, ça fait jazzer. Hein, le passeport diplomatique, ce n'est pas... Le passeport diplomatique, c'est bien beau. Mais, et après, ce que nous voulons maintenant, que la rumba nous rapporte quelque chose. Hein? Pourquoi les musicologues veulent venir et voir comment on danse la rumba? Mais parce que ça va leur apporter beaucoup de choses. Ils vont repartir, ils vont
En Europe, il y a beaucoup de festivals et ils seront les premiers certainement à démontrer au public français ou américain ce que c'est que la rumba. Ce que c'est que la rumba, oui. Et il y a un autre problème aussi. Un autre problème. C'est vrai, notre rumba est passée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais elle n'est pas codifiée, la rumba. Elle n'est pas codifiée. Jusqu'à présent, elle n'est pas codifiée. Pourquoi elle n'est pas codifiée? La grande question. Parce que quelqu'un qui veut venir ici à Pointe-Noire ou à Brazzaville, qui voudrait un musicologue, disons, même un spécialiste de la danse, il veut venir pratiquer la rumba, il va commencer par où? Est-ce que on a la codification, ça veut dire que quand tu veux danser la rumba, il y a deux pas en arrière, deux pas devant, et ainsi de suite. Et si tu veux la pratiquer, la rumba, il y a tant de compartiments, il faut commencer par ça, et terminer par... C'est pas fait. C'est pas fait. Ça me rappelle une très grande question qui a suscité un grand débat. Je vous rappelle lors d'une conférence où un ami demandait finalement comment identifier la rumba d'autres styles. On écoute le reggae, on sait d'entrée qu'en écoutant Chikeja, qu'en écoutant voilà, tous ces grands du reggae, le reggae reste le reggae. Donc nous devons codifier et populariser cette codification à l'extérieur. La rumba peut nous rapporter beaucoup de choses. On peut créer des écoles de la rumba, un peu dans le genre des écoles de la samba au Brésil. Hein. Pas forcément, c'est-à-dire on pouvait même à partir du primaire commencer déjà à expliquer aux jeunes ce que c'est que la rumba. D'abord l'histoire et la pratique. Une responsabilité de l'État ou l'État, oui. L'État, dans la mesure où, dans un premier temps, je crois que c'est l'État qui doit prendre le flambeau. Hein, et puis après, les privés, les organisations, et ainsi de suite, prendront la relève. Et nous devions créer, par exemple, une industrie musicale chez nous. Voilà. Industrie musicale. Parce que s'il n'y a pas d'industrie, si nous ne produisons pas, comment cette rumba-là va évoluer à l'étranger? Hein? Or, une industrie musicale, ça peut nous rapporter beaucoup d'argent. Hein? Ça veut dire qu'il y aurait des orchestres qui viendraient ici, qui partiront de très loin pour venir enregistrer ici, parce qu'ici, on aura des grandes usines où il y a les spécialités de la rumba. Tout à fait. Voilà. Et il y a également le secteur culturel qui est très pauvre en termes de scène. Voilà, difficilement ces artistes peuvent se produire dans des lieux adaptés si ce ne sont pas que des bars, les bistrots, où on fait valoir son talent. Là encore, absence de scène qui pourrait impacter forcément sur l'avenir de cette musique. Et c'est là où nous pouvons regretter le FESPAM, qui ne fonctionne plus. Voilà, un organisme, au moment où la rumba est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui aurait pu prendre le flambeau et vulgariser la rumba dans le monde entier. Et en plus que c'est une des organisations de l'Union africaine. De l'Union africaine, carrément. Bon, le FESPAM meurt au moment où la rumba est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, que faire? Est-ce que dans vos recherches, quelque chose se fait, ou vous sentez qu'il y a désormais, je ne veux pas appeler ça une prise de conscience, mais on a tous compris les enjeux, on se dit, ah oui, on a bataillé, aujourd'hui la rumba est reconnue sur le plan international, voilà, dans le monde entier. Allez, il faut désormais, on commence par où, on bâtit quoi pour que l'on solidifie la chose? Est-ce que vous sentez que dans le milieu politique, dans la sphère culturelle, on converge vers cette union-là d'idées? C'est-à-dire que dans un premier temps, maintenant que la rumba est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans un premier temps, il faudrait qu'on mette en place au niveau de la RDC et au niveau du Congo-Brazzaville des experts, un groupe des experts avec ceux de Kinshasa et ceux de Brazzaville, un groupe des experts qui doit se retrouver et mettre en place un canevas des mesures qu'il faut prendre dans les médias. Dans ce groupe des experts, on va avoir les personnalités de droit, hein, ceux qui font le droit. On doit avoir des musicologues qui vont arriver, par exemple, à codifier ce que nous disions tout à l'heure.
Hein. Disons, plusieurs techniciens dans chaque domaine, de la musique. Ces experts vont se retrouver et mettre en place un canevas de mesures que nous devons suivre. Hein. Nous pouvons placer nos orchestres dans le monde entier. Chaque année, il y a des festivals aux États-Unis, en France, en Europe. C'est le moment justement de placer nos grands orchestres dans ces festivals. Nous avons des accords culturels avec tous les pays du monde, tous les pays qui sont représentés chez nous. Pour la plupart, nous avons des accords culturels avec eux. Mais il faut utiliser ces accords culturels. Aujourd'hui, là, nous pouvons demander aux représentants de la culture de Cuba que nous voulons envoyer un orchestre à Cuba pour s'expérimenter sur la rumba et ainsi de suite. Mais il n'y aura pas de problème. On l'a fait à une époque donnée où Aragon est venu au Congo, les Bantous sont allés à Cuba. À Cuba, oui. Voilà. Il y a eu Joséphine Bijou qui est allée également à Cuba. Il y a eu un autre orchestre, Conjunto Combo. Conjunto Bolero qui est venu aussi. Donc on peut multiplier. Il y a eu des semaines culturelles à l'époque de l'Union soviétique, où il y avait une semaine culturelle de la rumba en Union soviétique, une semaine culturelle de la rumba au Congo. Et c'est-à-dire que les musiciens s'échangeaient comme ça. Mais il faut reprendre ces activités-là. En dehors même du festival, il faut reprendre les semaines culturelles. À l'époque, il y avait des semaines culturelles qui regroupaient à Brazzaville les meilleurs groupes du Congo. C'est justement ces semaines culturelles qui nous ont révélé les Zao, qui nous ont révélé les Kimbolo Clotaire, qui nous ont révélé les Lubelo, qui nous ont révélé beaucoup de musiciens. Beaucoup de musiciens. Ah oui, c'est à partir des semaines culturelles. Pourtant, ça ne coûtait rien. Une semaine culturelle où vous faites venir tous les meilleurs orchestres du pays. Le Koulou peut envoyer un orchestre de musique moderne, un folklore, la Bouenza, ainsi de suite. Ils se retrouvent à Brazzaville, ils font le point. Et c'est comme ça que nous avons découvert les grands musiciens qui font aujourd'hui la fierté de notre musique. C'est à partir des semaines culturelles. Maintenant, à défaut du festival, on peut au moins faire ça coûte moins. Ça coûte moins. C'est une victoire que l'on soit reconnu sur le plan mondial. Est-ce que on peut dire que, ça me rappelle un célèbre présentateur de football qui disait « La France est championne du monde, je peux mourir en paix ». Est-ce que là, on peut dire qu'on peut mourir en paix ou ce n'est pas gagné pour autant, à tout moment, tout peut se passer et être retiré de cette élévation-là, de ce magnifique titre? Ah oui, on peut nous le retirer. J'aurais appris. Oui, j'ai suivi même dans la façon de travailler de l'UNESCO. On vous attribue un patrimoine, mais si ça ne fonctionne pas, on peut vous le retirer. Si ça ne fonctionne pas. Ah oui. On devrait donc initier des choses. Ah oui. Les deux Congos. Il faut que ça fonctionne. Que les deux Congos continuent à travailler là-dessus. Et pour travailler là-dessus, il faut créer des écoles de rumba, créer un musée de la rumba. Aujourd'hui, là, si on nous demande quel est le premier instrument qui a donné naissance à la rumba, on n'a pas. On aura du mal. On aura du mal à le retrouver. On aura du mal à le retrouver. Dans la rumba, quels sont les instruments qui doivent être pratiqués? Bon, est-ce qu'on le sait? Un groupe par rapport à l'autre met ses instruments à lui. Aujourd'hui, il peut mettre la clarinette, demain, il met le saxo, et ainsi de suite. Bon, ce n'est pas codifié tout ça. Un travail doit être fait. Un travail doit être fait dans ce sens. Mais ça implique beaucoup de choses, la rumba, la reconnaissance de la rumba au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça ne ferait pas beau qu'on nous le retire de sitôt, simplement par manque d'initiative. Voilà. Il faut vraiment vulgariser. Et pour vulgariser, il faut que nos orchestres sortent. Aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, en Afrique centrale, sous les deux rives du fleuve Congo, il n'y a plus de grands orchestres. Il n'y en a plus. Cite-moi un grand orchestre de Kinshasa aujourd'hui. Il n'y en a pas. Le plus grand orchestre de l'Afrique centrale actuellement, voire même de l'Afrique, c'est les Bantous de la capitale. Mais ils sont en train de végéter là. Un groupe comme ça, on doit le mettre dehors. On va le mettre à l'étranger. C'est bientôt là, on va être à la période d'été, la période des festivals en Europe. Mais ça ne coûte rien d'aller vers ces festivals-là que nous allons présenter un groupe.
D'ailleurs, les Bantous de la capitale a déjà, par exemple, au niveau de la France, 2 festivals pour lesquels ils sont attendus chaque année, oui. mais ils n'y vont pas. Parce que vous avez le festival d'Angoulême, hein, où nous avons même un compatriote qui est un des responsables là-bas, Biayenda, un certain Biayenda. Nous avons un festival au niveau de Marseille, le Babel Med. C'est un festival qui regroupe tous les meilleurs groupes du monde. Et les Bantous ont déjà joué là-bas, ils ont laissé une bonne empreinte. On les attend chaque année. Malheureusement. Malheureusement, ils ne viennent pas. Et là aussi, vous êtes en France hein, depuis pas mal d'années. Comment la diaspora, elle, consomme la rumba en Europe? Bon, il faut dire que, justement, le milieu où on peut retrouver encore la rumba, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Bizarrement. Ah oui, parce que, je prends le cas de la RDC, que je connais aussi nettement mieux. Aujourd'hui, là, tous les meilleurs musiciens qui ont évolué dans l'Ok Jazz, dans l'African Fiesta, qui ont évolué dans tous les grands orchestres de Kinshasa, tous ces grands musiciens se retrouvent en France. Ils sont en Europe. Ils se retrouvent aujourd'hui en Europe. En Europe. Et aujourd'hui, voilà, c'est un magnifique regard. Nous qui, disons, on va le dire comme ça, on croyait que la rumba est africaine, la rumba est congolaise, mais bizarrement, c'est l'Europe qui la conserve, c'est l'Europe qui la consomme, mieux que nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, tous les grands musiciens évoluent en Europe. Évoluent en Europe. Vous avez un groupe comme Kekele, mais il y a des groupes qui évoluent, qui continuent à propulser la rumba à un niveau plus haut. Vous avez par exemple au niveau de l'Europe, c'est vrai que il y a les groupes comme le groupe Kekele. C'est un groupe spécialement rumba, mais dans lequel on trouve les musiciens de 2 rives. C'est magnifique. Oui, il y a plusieurs orchestres comme ça qui continuent à propager la rumba au niveau de l'Europe. Quel est votre regard aujourd'hui quand vous écoutez, quand vous voyez cette nouvelle génération s'approprier ce patrimoine-là? Il faut dire, c'est-à-dire qu'on devait s'en féliciter. Parce qu'aujourd'hui, on a de ces jeunes talents extraordinaires. Il suffit seulement de les mettre en valeur, de les mettre au travail, de les faire connaître. On va avoir énormément de grands talents. Il y en a beaucoup plus au niveau des chanteuses, des instrumentistes. Vous avez vu le jeune saxophoniste des Bantous de la capitale, qui n'a même pas 20 ans, qui joue au saxo. Mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire. À l'époque, vous ne pouvez pas trouver un saxophoniste de 20 ans. Les saxophonistes, on les comptait à partir de 60 ans, 50 ans. Mais un saxophoniste de 20 ans, mais c'est un exploit. C'est un exploit. Hein? On devait s'en féliciter. Hein? Quand vous allez dans les chorales aujourd'hui, vous avez de ces chanteuses extraordinaires. Extraordinaires. Il manque seulement des activités pour essayer de les relever et de les mettre en valeur. Ça, malheureusement, on n'a pas une politique comme ça. On n'a pas une politique. On n'a pas de politique comme ça. Je me rappelle encore à l'époque, le père à son âme, comment on l'appelait, Toukas. Mais il a créé beaucoup de manifestations comme ça pour sortir de l'ombre les meilleurs artistes de chez nous. Et ça avait marché. C'est grâce à lui qu'on a connu les Angelino, tous les grands chanteurs que nous avions à cette époque. Il manque aussi une activité comme ça. Et aussi, on peut avoir quelqu'un qui peut organiser des soirées, genre concours pour déterminer la meilleure chanteuse, le meilleur chanteur, le meilleur guitariste. Mais on va en avoir énormément. Malheureusement, ce travail-là est fait de temps en temps par l'Institut français. Nous-mêmes, on ne fait absolument rien. On ne le fait pas, c'est regrettable. Vous également, vous continuez, tant soit peu, vos recherches, vos travaux.
dans ce renouveau de la rumba, et vu de France d'ailleurs. Oui, nous on continue à faire ces travaux. Moi je suis basé en France, c'est vrai. J'ai des collaborateurs, enfin des collaborateurs, des compatriotes qui sont déjà très avancés dans le domaine de la documentation musicale. Quand tu prends un jeune comme Denis Malanda, mais il ne fait que ça. Mais curieusement, et c'est malheureux, curieusement, il réalise une documentation qu'il amène, par exemple, à Radio Congo, on lui demande de l'argent. Mais c'est terrible. C'est moi qui ai fait le documentaire. C'est vous qui mettez tout l'effort. Tout l'effort, mon argent, mon énergie, tout. Je vous apporte un travail bien fait. Il me suffit seulement de pour le bien de la République surtout. Et vous me demandez de l'argent. Oh, pour diffuser, il faut que je paye. Mais voilà un problème comme celui-là. Mais ça décourage. On est obligé d'envoyer ça ailleurs. Le Sénégal en veut, et la Côte d'Ivoire en veut. On travaille avec la Côte d'Ivoire, on travaille avec le Sénégal. On leur envoie des documentations congolaises, malheureusement. Voilà. On a comme l'impression que encore ce fameux dicton, je sais pas, proverbe que j'aime bien ou que je n'aime pas d'ailleurs, qui dit nul n'est prophète chez soi. Ça, non. Voilà. C'est ça. C'est triste. C'est triste. Et nous vous encourageons énormément dans ce que vous faites, parce que vous êtes encore de ces derniers dinosaures-là à batailler, à nous offrir cette magnifique documentation au travers vos livres. Hein. Je lisais l'histoire de la rumba congolaise, l'histoire de la rumba cubano-congolaise, et également tous ces grands-là qui ont fait des merveilles dans ce style de musique. Comment retrouver tous vos livres ici à Pointe-Noire, dans les bibliothèques? On peut les retrouver à la FNAC. À la FNAC à Brazzaville. À la FNAC à Brazzaville, je ne sais pas s'il y en a aussi mais je crois qu'à partir de l'Institut français aussi, vous pouvez commander les livres. Carrément. Oui. C'est vendu presque dans toutes les éditions en France. Hein. Même l'Harmattan, je crois qu'à partir de l'Harmattan, quand bien même que ce n'est pas un produit l'Harmattan, mais vous pouvez trouver là-bas. Et également, via les antennes d'une radio en Europe, en France notamment, vous continuez à distiller votre passion pour la chanson congolaise. Oui, aujourd'hui, on peut s'en féliciter parce qu'on a trois compatriotes congolais de Brazzaville qui ont des chaînes de radio. Il y en a une à Grenoble, il y en a à Toulouse, il y en a à Reims. C'est déjà vraiment un grand mérite. Hein? Et c'est eux, justement, qui font le bonheur de la rumba en la diffusant à travers ces radios-là, ces trois radios-là. À travers ces trois radios. Allez, on va terminer avec vous sur un petit jeu, M. Clément Ossinodé. Quel est pour vous, d'hier à aujourd'hui, le meilleur groupe, sinon on va le dire, hein, le groupe de tous les temps de la rumba congolaise? Mais aujourd'hui, il ne nous reste seulement que les Bantous. Il nous reste que les Bantous de la capitale. Je ne vois pas un autre groupe. Hein. C'est vrai, au niveau de l'Europe, il y a des grands musiciens qui se sont retrouvés et qui font également des bons groupes. Quand je prends le duo, par exemple, Fayates-Niboma, ils se sont spécialisés dans les reprises, dans la reproduction de toutes des œuvres de tous les orchestres, que ce soit Bantou, Pamelo, ils reprennent les classiques, les classiques de la musique congolaise. Voilà. Et donc, sur ce côté, bon, on peut les féliciter. Il y a des groupes comme ça. Vous avez comme Dizzy Manzekou, qui a aussi un grand orchestre qu'on appelle l'orchestre Odemba. Ils sont nombreux comme ça qui reprennent, mais qui travaillent également très bien au niveau de l'Europe. Bon, pour moi, le meilleur orchestre maintenant, c'est les Bantous de la capitale. C'est le seul. Le seul groupe. C'est le seul qu'on néglige. On peut dire qu'on néglige les Bantous. C'est le moment de placer les Bantous à l'extérieur pour aller faire la promotion
de la rumba. Ne les gardons pas ici à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Et encore, quand on les garde à Pointe-Noire ou à Brazzaville, lesquels les utilisent, il n'y a que l'Institut français. Quand il n'y a pas de concert à l'Institut français, les Bantous sont là à végéter, à ne rien faire. La preuve est que parfois ils font 3 mois sans répétition. C'est clair. Mais ne soyons pas surpris si demain l'orchestre Bantou se disloque. Ah oui. On va quitter d'un groupe à une individualité. Quel est le meilleur artiste pour vous, rumba, de tous les temps? Théo Blaise Congo. Pourquoi Théo? Bon, parce qu'il continue à mener le flambeau. Je peux citer ceux qui sont déjà partis, mais ça n'a pas de sens. Quelle est la meilleure chanson de tous les temps? Ouf. On est parti d'un groupe à une individualité. Moi, je peux dire Aimé Abolingo de Nganga Ido. Aimé Abolingo. Ouais. Je dois connaître la chanson. Oui, elle est connue de tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Et aussi, s'il faille qu'on valorise ces promoteurs de musique qui, d'hier à aujourd'hui, ont donné vraiment de leur effort, de leur énergie pour que la rumba continue de vivre et avance. Vous pensez à qui? Ça dit quelqu'un qui est sur place, qui vit encore, un musicien? Oui, un promoteur culturel. Bon, on a connu Beethoven qui a fait ce qu'il pouvait, qui a sorti les orchestres à l'extérieur. Bon, je ne sais pas, ces derniers temps, il est un peu silencieux, je ne sais pas pourquoi, mais c'est lui au moins qui a fait un travail assez appréciable. Bon, je vois aussi ici à Pointe-Noire, je crois que, comment vous appelez ça, Njinji, là, je ne sais pas quoi. Sangunjinji, le festival. C'est un travail très important. Monsieur Claver m'a bien. Ah oui, très important, un travail qui a vraiment des retombées à l'extérieur. Voilà. C'est formidable. Ouais. Et en dernier, quel est pour vous ce jeune en qui vous voyez être l'assurance de la rumba? Oh. D'entre les deux Congos. Hein. Entre les deux Congos. On va élargir le champ. Entre les deux Congos, c'est compliqué. Hein. Bon, mais moi, je prendrais encore l'autre. Bon, un jeune ou bien ancien? Un jeune cette fois-ci. On va faire plaisir à la jeunesse. Ah là là, c'est compliqué, c'est difficile. C'est difficile à dire. C'est difficile. Ah ouais. Uniquement au Congo. C'est moins compliqué cette fois-ci. On va restreindre le champ. Ah là là, c'est compliqué. Toujours. Ouais, c'est compliqué de donner un nom. Dans le cas de la rumba, non? Oui, dans le cas de la rumba, oui. Ah oui, Est-ce parce qu'il en a trop ou il en a peu? Non, parce qu'il y en a trop. Il y en a trop, bon, il y en a beaucoup. On va aller à 3 alors. On va aller à 3 alors. Non, mais bon, on peut partir toujours des Bantous. Hein. On peut partir des Bantous. Il y a un jeune chanteur, qui est là. Bon. Je vous croyais dire que Mbwandé, je vous croyais... Oui, Mbwandé, c'est également. Vrai, il est parmi ceux qui... Roga, peut-être. Bon, Roga c'est beaucoup spécialisé dans un domaine aussi qui n'est pas mauvais. Et en s'appuyant beaucoup maintenant sur le traduit moderne. Et c'est vraiment c'est une bonne chose pour lui. Hein. C'est une très bonne chose. Il est sorti du cadre normal de la rumba, mais il s'appuie maintenant un peu beaucoup plus du côté traduit moderne. Et là, vraiment, il a inauguré un système de travail qui n'est pas mauvais. Si vraiment deux ou trois groupes pouvaient aussi se référer à lui, c'est pas mauvais. Se référer à lui, ouais. Voilà un mot pour moi, un mot magnifique qui montre combien on devrait s'inspirer des autres pour aller vers le parfait. Voilà. C'est magnifique. Clément Sinondé, c'était un plaisir de vous recevoir dans By Night, parler avec vous au rumba des années 30, voilà, si je ne me trompe pas, 25 même, 25, ouais. à aujourd'hui. Tout à fait. C'était un magnifique moment, très rare d'ailleurs, dont je vous suis infiniment comment on dit déjà, voilà. Je me perds même dans mes mots. Reconnaissant, voilà. Pour revenir sur les jeunes, je peux revenir sur un nom qui nous fait plaisir,
et qui voyage dans le monde entier. Et d'ailleurs, qui est parmi nous depuis hier soir, Freddy Massamba. Freddy. Ah oui. Freddy Massamba. Ça, on devait en être très fiers. Très fiers. Et il y a également Balou Kanta, pour qui j'ai oui, bien sûr. beaucoup d'admiration. Balou Kanta, nous avons aussi Talani. Sam Talani. Sam Talani. Voilà. Sam Talani aussi. Bon, c'est des gars qui font vraiment beaucoup de travail. À l'extérieur. À l'extérieur, exact. Vous avez ces noms, vraiment, c'est surtout Balou n'oublie Kanta. pas Balou Balou Kanta, Kanta, lui, il évolue dans tous les groupes. Chaque fois on a besoin de lui pour accompagner les autres musiciens. Donc, il est vraiment très, très, très sollicité. Il y a également la Sarkad, Voilà. qu'on n'oublie pas. Voilà, toute voilà, cette grande famille voilà. qui représente, sinon qui continue à emmener la rumba. C'est pour cela que j'avais des difficultés pour citer les noms, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et il fallait qu'on déclenche le compteur pour qu'on mais tiens, les cite il y a tous. un jeune à Point Noir, le nom ne me vient pas. Varando Komodo, certainement. Non. Le Moutin. Achille Mouebo. Voilà. Achille Mouebo. Le roi de Moutin. Voilà. Il faut compter sur lui. Ah bon? Il faut compter sur lui, il faut l'encourager. Voilà un jeune qui fait aussi un très beau travail. J'ai déjà écrit pour lui plusieurs fois. Également bien écouté en Europe? Ah oui. Il avait un producteur malheureusement qui ne vit plus, Basoka, qu'il a vraiment placé dans tous les milieux en Europe. Hein. Merci. Merci beaucoup Clément Ossinondé. Un moment important, on a parlé rumba avec Clément Ossinondé, qui, il faudrait le rappeler, est à Pointe-Noire pour une bonne dizaine, sinon presque une vingtaine de jours dans le cadre du festival Rumba un jour, Rumba toujours, initié par l'Institut français du Congo à Pointe-Noire et en association avec la ville capitale Pointe-Noire, à la fois pour honorer ce patrimoine désormais qui a pris place au sein de l'UNESCO, mais aussi accompagner Pointe-Noire dans son centenaire. Et il fallait qu'on fasse également By Night, a eu ce privilège, ce bonheur, cet honneur de recevoir M. Clément Ossinondé, qui est chroniqueur de musique. Tout le plaisir est pour moi. Chroniqueur de musique, mais aussi chercheur dans le secteur même. Tout le plaisir est pour moi, pour nous. Vraiment, on a pour terminer, c'est vrai, précisons qu'il y a des jeunes cadres en France qui voudraient enrichir le travail de la presse, de la documentation, qui ne demandent que leurs produits soient diffusés. On ne pose pas de problème d'argent pour diffuser un document culturel, historique, que les jeunes Congolais vous remettent. Et ça, je parle de Radio Congo. On ne doit pas passer à côté. Le pire, c'est quand on sait qu'il y a une redevance audiovisuelle qui tutoie ce grand média d'État. Allez, cette fois-ci, c'est la fin. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie, et travaillons toujours à la bonté des choses. Au revoir. Au revoir. Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre